Hola, ¿qué tal? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, il y a eu le débat. On va revenir effectivement sur les incohérences de Marine Le Pen et ce qu'elle a dit qui aurait mérité d'être débattu un petit peu plus longuement, mais ça, vous avez le temps peut-être de le faire étant donné qu'il s'agit de l'histoire de France maintenant. Hmm. En tout cas du futur. Euh, Elle a essayé de faire du rentre-dedans à Macron en lui disant quoi? En lui disant, oui, vous avez dit que, tu vois, genre, les Français qui s'islamisent, c'est de la faute de la France, blablabla, euh, en l'accusant d'avoir dit quelque chose qui était faux. C'est vrai, c'est totalement vrai, enfin, c'est totalement vrai. Je veux dire, chaque pays prend ses responsabilités par rapport à ses propres, comment dire, ratés. Et encore une fois, la dernière fois, je parlais en rigolant, je parlais dans mon truc, mais pas très sérieusement, de l'implication de la France, euh, en tout cas de sa culpabilité et de son foirage au niveau de l'intégration. C'est un fait, je veux dire, c'est vraiment un fait. Et si on remonte, ah oui, on parlait aussi de la guerre d'Algérie. Elle disait oui, vous avez dit que c'était un crime contre l'humanité. Bah, heureusement qu'il dit ça, tu vois ce que je veux te dire. Et effectivement, c'est un travail de mémoire qui doit être fait et qui doit être fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on a passé sous silence ce qui s'était passé au niveau de la colonisation. Que ce soit en Algérie ou du protectorat comme on l'a appelé ici, en se disant bon après tout, on a amené les infrastructures, je parle à la place des Français, hein. On a amené des infrastructures, blablabla, c'était des pays qui n'étaient pas, qui faisaient pas partie de la révolution industrielle, donc on leur a amené tout ce qui fait qu'un pays peut être industriel, blablabla. C'est c'est- c'est le verre à moitié plein. Bon, d'une part, ces choses-là ont été établies pour les villes qu'on appelait les villes nouvelles au sein des pays colonisés ou protégés, et c'était pour les Français. Il faudra se souvenir, en tout cas en Algérie et le Maroc, c'est pas du tout la même histoire. L'Algérie était réellement une colonie et ça, c'était 150 ans, et ici c'était 40 et quelques ans. Et c'était un protectorat. Mais voilà, en Algérie, les Algériens étaient considérés comme des indigènes. Ici, il y avait la ville européenne et les anciennes médinas, et en plus de ça, les Français à cette époque, à savoir juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, étaient effectivement, et ça c'est pas il faut pas être dans le déni de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un peuple français extrêmement raciste et qui a décidé, même ici dans le pays qui était protégé, de créer, comment dire, des scissions entre les différentes communautés. Le Tahir berbère, c'est les Français qui l'ont instauré. Les lois spécifiques aux musulmans versus celles qui étaient appliquées aux juifs marocains, c'est les Français qui l'ont décidé. Et encore une fois, Mohamed V, pendant la Seconde Guerre mondiale, a caché tous les citoyens marocains dans les mosquées, ça c'est l'histoire, tandis que Vichy, qui encore une fois est la France, alors je ne sais pas pourquoi vous voulez cacher le fait que vous étiez des collabos alors que vous êtes des collabos, je veux dire, il y a un mème qui est en train de traîner sur, sur internet qui m'a fait trop marrer, tu vois, c'est Anonymous qui l'a balancé, et tu vois, genre pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est réellement passé, tu vois, et tu vois, genre tous les pays qui sont impliqués, et tu vois le petit coq de la France qui court de l'autre côté, tu vois, genre c'est pas moi. Et je trouve que c'est vachement représentatif, je veux dire, à un certain moment, il faut faire son travail de mémoire, et vous n'avez pas fait votre travail de mémoire en ce qui concerne vos implications
dans nos pays. Sans compter que vous avez usé non seulement de nos populations comme chair à canon, et ensuite comme ouvrier dans vos usines, et c'est là que tu vois l'intégration s'est très très mal passée. C'est-à-dire que c'est bien d'emmener chez vous de la main-d'œuvre pas chère, je ne sais quoi, mais encore faut-il qu'ils aient le même droit fondamentaux que le reste des Français. Pas juste qu'ils soient mis dans des HLM avec zéro rien du tout, tu vois ce que je veux te dire, une éducation branlante, une intégration si nulle, tu vois, que même la langue, parfois, ils ne la parlent pas. Enfin, je veux dire, quand même. Bon, ça, c'est pas, hein, c'est pas parce qu'ils sont de nos pays que ça n'a pas marché, hein. C'est parce que vous avez pas bien fait votre travail. Donc oui, la France a une responsabilité à ce niveau-là, et puis elle peut pas continuer à se cacher derrière tous les trucs, tu vois, il y avait trois résistants, ils se cachent derrière les trois résistants, enfin je veux dire, il y a eu des trucs de trains qui ont été construits au Maroc et vont cacher derrière ça. Je veux dire, à côté de ça, il y avait les quartiers réservés, il y avait encore une fois toutes ces choses qu'il faut en discuter. Il faut en discuter et il faut aussi faire un travail, encore une fois, de mémoire là-dessus. Mais même pour nous, hein. On en discutait la dernière fois, ils te disent Fateh Tassoud. J'aime bien rappeler, tu vois, n'en déplaise au monde entier, j'aime bien rappeler que le drapeau marocain, c'était quand même l'étoile de David, hmm, avant le protectorat. Histoire. Après, chaque pays a ses responsabilités. Donc le Maroc aussi a ses responsabilités quant à la mythologie qui a été créée volontairement sous le règne de Hassan II, qui encore une fois était un, un dictateur, et qui a voulu changer cette histoire dans le but, encore une fois bien politique, de tenir son peuple de toutes les façons possibles. Voilà. Donc les Marocains, pendant 30 ans, n'ont pas connu leur histoire officielle, ça c'est indéniable. Mais ça commence, ça commence, ça commence. Et encore une fois, au Maroc, puisque tous les peuples doivent avoir leur responsabilité, encore une fois, au Maroc, ça dépendait, bon, déjà de la curiosité de la personne, parce que moi je suis anti-déterminisme social, c'est-à-dire que si une personne, quand bien même une personne n'est absolument pas déterminée à avoir une énorme culture ou je ne sais quoi, cette personne, même si elle est d'un milieu très modeste et qu'elle a des parents illettrés, si elle apprend, si elle a les bases nécessaires éducationnelles et une curiosité essentielle, euh, peut-être beaucoup plus cultivée que des personnes bien nées. Et, euh, et c'est ce qu'on voit et c'est génial et c'est pour ça que moi je fais ce métier parce que je vois ça tous les jours avec les artistes et c'est génial. Bref. Et donc ça c'est d'une part. Et le système éducatif marocain, c'était, comme je l'ai déjà dit, du bourrage de crâne, en veux-tu, en voilà. Et il y avait volonté politique, encore une fois, de ne pas instruire les gens. Et c'est pour ça que le Maroc, d'un point de vue de l'éducation nationale, était très en retard, et que c'était, encore une fois, une volonté politique de maintenir près de la moitié de la population dans l'ignorance la plus totale. Voilà. Et l'ignorance, comme partout dans le monde, et ben ça crée ça quoi, ça crée des intégrismes, ça crée de l'extrémisme, ça crée de la misère intellectuelle et sociale, et voilà.
Donc, j'espère que ça répond plus longuement. Moi, hein, je suis pas chronométrée pour parler, mais en tout cas, ça répond à cette chose que Le Pen a dite. Euh, Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle disait aussi? Ouais, j'ai relevé tous les points qui étaient un peu, genre, il n'y a pas eu le temps d'en parler. Elle parlait de l'ultralibéralisme de Macron en disant oui, c'est pas à la mode, votre ultralibéralisme, c'était un truc des années 80. Le truc qui était des années 80, effectivement, dans l'ultralibéralisme, c'était le délire start-upper. C'était le délire start-upper qui était 90, 80, tu vois. Et qui a fait son boom, qui a fait son boom quand ça s'est un peu démocratisé, on va dire, au début 2000, tout ça. Et, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est différent. C'est-à-dire que quand on parle d'un ultralibéralisme et de la nouvelle mondialisation, on ne parle pas des mêmes acteurs. Et c'est ça qui a de génial, c'est qu'on arrive réellement à une démocratisation de la chose et à une réelle mondialisation. Et c'est pour ça que les nationalismes historiquement puissants dans la première mondialisation de la première... Voilà. Je parle des acteurs veulent retirer leur truc du jeu. Parce que justement, la concurrence arrive de pays différents, qui n'étaient absolument pas acteurs de cette mondialisation avant, mais qui, grâce et à cause, euh, ça dépend pour qui, hein, de la révolution digitale, font partie et sont des acteurs émergents de cette nouvelle mondialisation. Et c'est ce que j'ai écrit dans le texte pour le show qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que il y a une redéfinition de ce que tiers-monde veut dire dans le monde mondialisé du cyberespace. C'est magique, c'est c'est les côtés pour. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre qui m'a fait un peu m'énerver? Je crois que c'était les deux trucs importants. Donc elle, oui, non, ce qu'elle dit en revanche, voilà quoi. Donc elle comprend pas la nouvelle mondialisation, mais très peu la comprennent encore. Très peu de choses ont été écrites là-dessus parce que encore une fois, c'est un vocabulaire qui est assez comment dire barbare et encore une fois, quand on commence à parler de ce genre de choses. Ça n'est pas suffisamment démocratisé pour qu'on puisse en parler sans avoir l'air arrogant et tout ça. Et c'est cool. Euh, mais c'est important. C'est important. Quoi d'autre? Ah ouais, le truc en revanche, Trump, Macron-Trump. Je lui dire, qu'est-ce que tu vas lui dire réellement, tu vois? Il fait, oui, l'écologie, c'est important pour moi. L'écologie, c'est pas absolument pas dans son programme, tu vois. Et, alors, remettons les choses dans leur contexte. Est-ce que Macron, président de France, va dire quelque chose violemment, ou tu vois, genre taper du poing devant Trump qui est complètement taré, je sais pas. J'en doute. Après, on comprend que dans l'intérêt militaro-politique de la France, ils veulent rester diplomatiquement amis avec les États-Unis, quand bien même euh, ils ont un tyran à leur tête en ce moment. On verra. On verra. Ça reste étrange parce que politiquement, non, essentiellement, Macron et Trump ne sont pas d'accord. Bah, par essence. Voilà.